Bienvenue à cet atelier de concertation de l'étude SNOMED-CT. C'est un atelier qui a été voulu par l'ANS et par la DNS qui va nous rejoindre vraiment pour que l'on puisse concerter l'ensemble des éléments de l'étude SNOMED. Donc, il y aura deux ateliers de concertation. Ce premier est donc aujourd'hui qui porte sur le juridique et puis un autre donc sur les cas d'usage le 4 décembre. Donc, pour cet atelier juridique. Bonjour, donc slide suivant. Donc, je suis Yann Briand, donc je suis co-responsable du Centre de gestion des terminologies de santé, côté métier, je suis pharmacien. Donc déjà, merci beaucoup pour votre participation à cet atelier. Donc nous sommes désormais 17 autour de la table. Et comme le dit Thierry, cet atelier s'inscrit dans la démarche de concertation faisant suite à la publication du rapport sur l'adoption de la SNOMED au niveau national. Donc juste un petit rappel historique sur nos travaux sur les ressources sémantiques qui ont commencé déjà il y a longtemps, en 2014, donc avec une première série de travaux qui a abouti en 2018 avec l'organisation de la gouvernance des terminologies et là, avec la création du CGTS qui manquait cruellement dans l'écosystème français. Donc, pour indication, le CGTS est intégré dans le plan Ma Santé 2022 au niveau de l'action 10. Un bref rappel des résultats précédents. Donc, les travaux sur les terminologies de référence ont été menés par l'ANS, l'ASIP Santé puis l'ANS avec un ensemble de contributeurs scientifiques et je les en remercie ici. Ils ont mis en évidence un certain nombre de constats freinant l'interopérabilité, donc un écosystème terminologique riche mais éclaté, très hétérogène au niveau de sa qualité, allant du PDF au format interopérable basé sur un schéma RDF, et avec un évident besoin de cohérence pour constituer un corpus national. Et avec une évidence déjà, une terminologie unique ne pourra couvrir l'ensemble des besoins du secteur santé sociale. Mais dans l'ensemble dans le positionnement de cette problématique, la SNOMED-CT se positionne en tant que terminologie pivot, se positionne donc candidate à la terminologie d'interopérabilité en France. Et dans ce cadre-là, suite à l'installation du CGTS et faisant suite aux précédents travaux sur la sémantique, la DNS a missionné l'ANS pour étudier le positionnement de la SNOMED-CT et son éventuelle adoption. Donc, les travaux ont commencé en 2019, se sont finis en Q2 de 2020 et nos travaux ont été selon 4 axes, ont été orientés selon 4 axes. Donc, un retour d'expérience international sur le déploiement et les cas d'usage axés sur 4 pays qui sont dans des positions différentes du point de vue de la SNOMED-CT, une évaluation de ressources sémantiques en fonction des cas d'usage pour cadrer l'évaluation des ressources sémantiques pour ne pas vendre des ressources sémantiques au kilo et parler vraiment de l'adéquation par rapport aux besoins des utilisateurs. Enfin, une étude scientifique menée avec divers contributeurs étudiant la performance de la SNOMED dans différents cas d'usage, et ça se fera l'objet du deuxième atelier au mois de décembre. Et enfin, avec l'axe sur les aspects juridiques et l'évaluation de l'accessibilité, de l'exploitabilité de la SNOMED-CT dans un contexte français. J'irai directement aux conclusions. Donc, pour l'instant, le rapport préconise de ne pas adopter la SNOMED-CT à court terme et de se concentrer sur la mise en qualité des ressources existantes pour constituer le corpus national de base et de continuer à travailler sur les cas d'usage de la SNOMED-CT pour que la SNOMED-CT puisse s'intégrer en top de ce corpus national. Le rapport recommande bien évidemment d'évaluer avant d'adopter, de ne pas être aveugle, de bien vérifier l'adéquation des ressources sémantiques par rapport aux besoins des utilisateurs. Donc, du point de vue historique, on a une première présentation du rapport qui a été effectuée le 24 juillet, qui inaugure la phase de concertation dans laquelle nous sommes maintenant. Donc, une plateforme de concertation a été créée sur laquelle le rapport a été publié le 21 octobre. Donc,
Depuis la présentation du mois de juillet, on a eu plusieurs retours. Donc, on voit bien que l'adoption nationale de la SNOMED-CT fait toujours débat et que certains points doivent être clarifiés, notamment, et ce qui fait l'objet de la présentation et de l'atelier d'aujourd'hui sur le modèle propriétaire de la SNOMED-CT qui doit être clarifié auprès des utilisateurs, et enfin sur les cas d'usage nationaux qui doivent être précisés, puisqu'on a très très peu de réponses aux questions sur les cas d'usage que l'on avait qui accompagnaient la fiche de lecture. Donc, notre premier atelier juridique va être articulé autour de 3 sujets. Le contexte français fortement marqué par l'open data, qui va être présenté par Frida de la direction du juridique de l'ANS, le positionnement de la SNOMED-CT dans l'écosystème français, ainsi qu'une discussion sur les conditions d'utilisation de la SNOMED-CT. Et cette présentation sera faite par Laurent Batian du cabinet KGA, qui nous a accompagnés sur l'évaluation de la propriété intellectuelle associée aux ressources sémantiques d'interopérabilité. Et enfin, on aura un retour d'expérience sur l'ouverture des données avec nos collègues d'Orphanet, de l'INSERM, qui gèrent l'ontologie des maladies rares et qui ont entamé une collaboration avec SNOMED-CT. Et ils pourront échanger avec nous sur la collaboration possible avec SNOMED-CT. Donc, chaque point sera suivi d'un temps d'échange et pour alimenter le débat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Toutes les questions seront reprises au terme des présentations. Sans plus tarder, je passe la parole à Frida qui va nous présenter le contexte français. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler très rapidement de l'open data. Donc la première, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'open data? Alors qu'est-ce que l'open data ou données ouvertes? Alors l'open data, ce sont des données publiques qui sont produites ou reçues dans le cadre d'une mission de service public par une entité publique ou privée. Deuxième chose à retenir concernant l'open data, ce sont des données qui sont librement réutilisables par toute personne. Et troisième condition, donc ce sont des données qui sont mises à disposition dans un format ouvert, facilement exploitable par une machine. Alors, quel est le cadre juridique de l'open data? Donc, on a notamment la loi pour une république numérique de 2017. On va avoir le code des relations entre le public et l'administration, également connu sous le nom de CRPA. Et on va avoir également la loi Walter relative à la gratuité et aux modalités de réutilisation des informations du secteur public. Alors, pourquoi l'open data? L'open data, donc, pour promouvoir l'innovation et le développement de l'économie numérique et garantir un égal accès des citoyens au numérique. Et qu'en est-il de l'ANS par rapport à l'open data? Donc l'ANS, en tant que groupement d'intérêt public, elle est également soumise aux dispositions, à la loi pour une république numérique et également aux dispositions du CRPA, puisque l'ANS notamment publie des bases de données qu'elle produit et qu'elle reçoit, et elle publie également des données d'intérêt économique, social, sanitaire et environnemental. Donc voilà, donc l'ANS, elle souhaite pleinement s'inscrire dans cette dynamique d'open data et diffuser des ressources sémantiques de manière ouverte. Rebonjour à tout le monde. Donc, s'agissant du positionnement relatif aux licences de terminologie, donc en fait, il y a un panel de 19 ressources sémantiques, dont la SNOMED, qui avait été sélectionnée pour cette étude. Et ces ressources avaient été choisies à l'époque parce que elles figuraient dans le CGTS. Et surtout, on avait certaines problématiques au niveau des droits de propriété intellectuelle qui devaient être clarifiés. Et également parce que certaines terminologies étaient en cours d'adoption, notamment la SNOMED-CT qui va faire l'objet d'une présentation un peu plus détaillée. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de l'étude de ces terminologies? C'est que la majorité de ces terminologies sont disponibles sous licence libre ou ouverte. Donc ça, c'est le premier aspect.
Après, il y a également d'autres terminologies qui sont diffusées, et je les détaillerai un peu plus les caractéristiques, sous licence propriétaire, qui sont la SNOMED et la MEDRA. Et après, on a donc les terminologies issues des travaux de l'OMS. Donc, l'analyse a été faite sur 2 axes. Il y a un axe ouverture de la donnée, comme l'a précisé Frida, donc c'est les conditions d'accessibilité et de rediffusion des données. Donc ça, c'est l'axe vertical que vous pouvez voir sur le graphique. Et l'axe horizontal, lui, traite de la sécurité juridique. Donc la sécurité juridique, en fait, c'est est-ce que quand je lis les licences, est-ce que quand je lis les conditions d'exploitation et les droits qui sont conférés à l'utilisateur, est-ce que c'est clair pour l'utilisateur? Est-ce que l'utilisateur est en mesure de mesurer la portée des droits qu'il a? Est-ce qu'il est en mesure de mesurer les conditions, notamment de résiliation qui peuvent être délicates dans certains cas? On y reviendra un peu plus tard. Et également, est-ce que l'utilisateur a la garantie des droits de propriété intellectuelle sur la terminologie qu'il utilise? Donc, comme je disais, 4 groupes. Le groupe 1, donc, c'est les licences ouvertes. D'accord? Donc, on a identifié dans ces licences ouvertes, il y en a 19 qui ont été étudiées. D'accord? Et donc, il n'y a pas de restriction quand on est dans le cadre d'une licence ouverte. Donc, ça veut dire qu'elle confère un droit qui est non exclusif de réutilisation sur la donnée. En d'autres termes, ça veut dire que j'ai un usage qui est libre, qui est gratuit de la licence sémantique. J'ai la possibilité de la reproduire, de la modifier, de créer des œuvres dérivées. Donc, une œuvre dérivée, au sens du droit français, c'est le fait d'intégrer ou d'incorporer une œuvre préexistante dans une œuvre nouvelle en vue d'une diffusion. Une adaptation peut être une œuvre dérivée. Une traduction peut être considérée comme une œuvre dérivée au sens du droit français, mais certaines de ces licences sont soumises à des droits de juridiction étrangère, notamment de juridiction anglo-saxonne. Donc, le groupe 2, c'est les licences de libre diffusion. Donc, on en a retenu 5 licences sémantiques, donc, qui autorisent donc une redistribution de la ressource. D'accord? Mais qui peuvent comporter néanmoins des restrictions sur les droits. Par exemple, je n'ai pas le droit de modifier la ressource. Je n'ai pas le droit d'en faire une œuvre dérivée. Troisième groupe, donc c'est le groupe le plus problématique dans le cadre de l'open data, c'est le groupe des licences propriétaires. On en a identifié 2. La licence MEDRA et la SNOMED CT, qui fera l'objet notamment de la licence affiliate, de commentaires dans les prochaines slides. Il faut quand même noter que MEDRA est classée dernière en termes d'ouverture de données, car en fait, sa licence accorde un droit exclusif qui est limité à une durée d'1 an et qui n'autorise pas une libre diffusion de la ressource sémantique. D'accord? Enfin, le groupe 4, ce sont les ressources sémantiques de l'OMS qui ne peuvent être diffusées librement et leur utilisation est restreinte. On n'a pas de modification autorisée sans l'accord de l'OMS, avec le respect d'une certaine procédure. Sur les questions relatives à la sécurité juridique, on constate qu'environ la moitié des ressources sémantiques, c'est-à-dire 9 sur 19, offrent un cadre juridique clair et fiable. D'accord? Donc, c'est ces licences qui sont positionnées à droite. Et donc, dans ce cas-là, l'avantage qu'on y trouve, c'est que ça limite les risques de mauvaise interprétation pour les utilisateurs. C'est-à-dire que l'utilisateur n'a pas à se poser la question de savoir s'il peut modifier la ressource sémantique, s'il peut l'incorporer, s'il peut l'adapter. Tous ces droits sont clairement définis. Parmi les licences qui sont considérées comme étant les plus sûres d'un point de vue juridique, on a les Creative Commons et peut-être avec Orphanet, et pourront peut-être nous faire, vraisemblablement, je pense, un retour d'expérience sur les licences Creative Commons. L'autre moitié des ressources sémantiques, c'est-à-dire 10 sur 19, c'est celles qui sont positionnées à gauche, présentent des imprécisions. Et donc, du coup, elles sont sujettes à des interprétations juridiques
qui peuvent être erronées ou univoques. Et donc, ça va poser des problèmes en termes de pérennité et de sécurité des droits. C'est-à-dire que je ne vais pas être en mesure de déterminer avec précision si j'ai le droit de modifier, de faire une œuvre dérivée, quelles sont les garanties qui vont m'être accordées en cas de contestation par un tiers. Est-ce que je vais pouvoir me retourner contre le concédant de la licence, notamment, on verra le cas pour la SNOMED CT, que ce n'est pas le cas, qu'elle ne garantit pas la titularité des droits, ce qui peut être source d'insécurité et poser de réelles difficultés. Prochaine slide, donc c'est le focus sur la licence affiliate. Donc, il y a plusieurs acteurs dans le cadre de la licence affiliate. Il y a, quand on adhère à SNOMED international, on a l'obligation de désigner un organisme que l'on appelle le NRC. C'est le National Release Center. D'accord? Donc ça, c'est un organisme, si l'État est membre, en l'occurrence la France, si la France décidait d'adhérer à la SNOMED CT, cet organisme pourrait être l'ANS, qui serait l'organisme représentant la France en son qualité de membre de l'État, mais en même temps serait l'organisme NRC. D'accord? Quel est le rôle de cet NRC? Eh bien, cet NRC, il a un rôle d'intermédiaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça va être, et là on va définir les termes un peu plus tard, ça va être l'utilisateur ou l'affiliate qui va souscrire la licence auprès de SNOMED CT par l'intermédiaire du NRC. D'accord? Sur le périmètre des droits qui sont concédés à l'État membre. Donc là, c'est la partie droite de la slide. Donc, un pays membre obtient donc le droit d'utiliser la version internationale de la SNOMED CT, de l'incorporer dans ses produits et services et de distribuer ces derniers. D'accord? De créer des versions modifiées de la SNOMED CT, en particulier des versions nationales, c'est-à-dire de traduire la SNOMED CT. D'accord? Enfin, le droit de publier sa version nationale de la SNOMED CT et de concéder des licences spécifiques sur ces versions nationales. Prochaine slide. Sur la notion d'affiliés et d'utilisateurs finaux. Effectivement, c'est très important de faire cette distinction parce que finalement, celui qui va obtenir les droits et qui va exploiter ces droits, ça va être l'affilié. Et donc, l'affilié est défini comme utilisateur, qui est un organisme qui va souhaiter utiliser la terminologie, notamment dans le cadre de son activité ou dans une offre de produits ou de services. D'accord? Ce qui est, en l'espèce, qui pourrait être le cas d'un éditeur de logiciels qui s'adresserait à l'ANS en qualité de NRC pour obtenir une licence affiliée sans frais, encore une fois, dans l'hypothèse où la France adhérait à la SNOMED internationale. Qu'est-ce qu'on entend par utilisateur final? L'utilisateur final, ce sont les clients ou les usagers des affiliés. Ça pourrait être, par exemple, les professionnels de santé qui utiliseraient les logiciels intégrant la SNOMED CT. Prochaine slide. Donc oui, les points de vigilance de la licence affiliate. Effectivement, il y a plusieurs points, parce qu'il est ressorti de notre étude que si cette terminologie pouvait contenir certains avantages sur le plan scientifique, sur un point juridique, elle était source de difficultés d'interprétation et pouvait même aller à l'encontre des obligations d'open data de l'ANS. Donc ça, c'est vraiment la conclusion générale qu'on peut en tirer. Et après, là, je vais aller peut-être un peu plus dans le détail sur 2-3 points qui sont, à mon sens, problématiques. On va avoir, donc, comme je le disais, la première des difficultés qu'on a, c'est que SNOMED international ne garantit pas être titulaire des droits qu'elle concède, alors qu'on se rend compte que ce n'est pas la source primaire, qu'elle intègre d'autres sémantiques. Ce qui veut dire qu'en cas de réclamation, l'entité qui va exploiter cette terminologie ne pourra pas appeler en garantie la SNOMED CT. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est l'entité qui va exploiter in fine qui sera considérée comme étant responsable de la violation des droits de la licence. Ça, c'est très, très important.
Autre point, le périmètre des droits conférés n'est pas très précis et est sujet à interprétation. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une licence qui est rédigée en anglais. Le droit applicable, c'est le droit anglais. Donc, forcément, il va avoir des chocs au niveau de la culture juridique française. On n'a pas forcément les mêmes contextes. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que cette terminologie doit être utilisée dans un usage interne ou à des fins de recherche, ce qui peut effectivement se heurter à une obligation de redistribution. Si je suis contraint d'utiliser la terminologie pour des stricts besoins internes, c'est bien que je ne peux pas les rediffuser. Autre sujet, on va avoir comme difficulté, ça va être justement cette notion d'œuvre dérivée. Elle n'est pas très claire. Elle n'est pas très claire parce qu'il y a des notions un peu contradictoires dans la licence. On nous dit très clairement que l'utilisateur ne peut pas modifier le SNOMED CT Core et le redistribuer. Donc effectivement, cette stipulation, si on l'interprète, revient à empêcher l'utilisateur de modifier et de dénaturer la SNOMED. D'accord? Ce qui est, encore une fois, contraire à l'open data. Autre sujet qui est à notre sens très délicat, ce sont les conditions de révocation de la licence. C'est-à-dire que d'un côté, on nous concède des droits, encore une fois, qui ne sont pas garantis, dont on ne mesure pas clairement le sens et la portée, et cerise sur le gâteau, on nous dit que cette licence peut être révoquée. Et donc, finalement, si une licence peut être révoquée, c'est-à-dire que les droits qui ont été concédés, ce sont des droits précaires, ce qui entraîne les risques suivants, à plusieurs niveaux. Concernant les droits des utilisateurs, par exemple, les éditeurs de logiciels, ça veut dire qu'ils devraient arrêter la commercialisation de leur outil qui comprendrait la terminologie. Donc, vous voyez bien que ça pose un vrai sujet sur le plan pratique. Après, en ce qui concerne les objectifs d'interopérabilité, on va avoir une difficulté parce que les contextes sélectionnés utilisés dans le cadre de l'interopérabilité, eux, ont une vocation à être pérennes dans le temps. Ils ont une vocation à être employés sur le long terme. D'accord? Et enfin, on avait noté une difficulté non moindre s'agissant des enjeux de santé publique, puisqu'effectivement, cette terminologie devrait être remplacée par une autre terminologie qui pourrait dénaturer les concepts. Après, il y a une conséquence pour l'affiliate qui est financière, c'est-à-dire que pour pouvoir continuer à exploiter la terminologie sous cette licence, ça sera à l'affiliate de s'acquitter des frais qui peuvent être très importants auprès de SNOMED international pour pouvoir continuer à exploiter la terminologie. Donc, vous voyez bien qu'avec des conséquences de résiliation qui sont très, très contraignantes, la licence d'utilisation de la SNOMED CT, en fait, elle porte clairement atteinte à la libre exploitabilité des données et qu'elle est en contradiction avec les principes de l'open data. Je vous propose de poursuivre sur un retour d'expérience donc de l'unité de production Orphanet de l'INSERM qui produit le référentiel sur les maladies rares. Juste avant de laisser la parole effectivement à Orphanet, peut-être juste quelques précisions sur les licences avec Maître Badiane. Oui, donc très rapidement, donc là il y a 3 licences qui ont été listées, donc 2 qui font partie des licences Creative Commons et une autre qui a la licence LOV2. Donc je vais peut-être commencer par la LOV2 si vous le voulez, bien parce que c'est une licence française et qui est dans le prolongement dans ce que disait Frida sur l'open data. C'est une des licences qui est visée par le décret, en fait, qui organise des conditions de réutilisation des données publiques. D'accord? Donc, c'est une licence libre française qui a été créée par la mission Etalab. Je pense que vous devez
que vous devez connaître. C'est une licence qui comporte quand même certaines lacunes, donc je vais vous dire 2-3 mots, mais sinon, les termes sont relativement clairs et compréhensibles. D'accord? C'est une licence que l'on qualifie de permissive. Pourquoi? Parce qu'elle impose uniquement au réutilisateur une obligation de paternité. D'accord? L'obligation de paternité, ça permet simplement à l'utilisateur final d'établir la chaîne des droits, ce qui est quand même un bon point. Donc je sais qui est intervenu, à quel moment et quelles parties ont été modifiées. Donc ça apporte un peu de la sécurité. Et en cas de recours, je sais à qui je peux m'adresser. Sur les lacunes, cette licence, elle a quelques lacunes, notamment quant à la survie de la licence, quand il y a une clause qui aurait vocation à ne pas être applicable. Donc ça, c'est un sujet. La faculté de résiliation de la licence en cas de manquement du réutilisateur. Mais là, on trouve, il n'y a rien dans cette licence, mais on pourrait, vu que c'est du droit français, on pourrait toujours se raccorder au droit commun, donc il n'y a pas de difficulté, si vous voulez, d'un point de vue. De ce point de vue-là. Par contre, il y a un sujet, effectivement, c'est le sort des droits acquis par l'utilisateur en cas de résiliation. Là, effectivement, c'est pas précisé. Donc, en résumé, la licence ouverte, donc c'est une licence de nature permissive qui permet une large diffusion de l'information. Donc ça, c'est un bon point, mais ne permet pas au concédant d'avoir un pouvoir de contrôle sur la réutilisation de l'information. Donc voilà. Donc, ça, c'est pour la licence LOV2. Et après, parmi les deux licences Creative Commons, on va avoir la CC BY, d'accord, qui permet donc aux utilisateurs de distribuer, de remixer, d'arranger, d'adapter une œuvre à des fins commerciales ou non, d'accord, sous réserve de respecter la fameuse obligation de paternité dont on a parlé. Donc, si vous voulez, parmi les 6 contrats de Creative Commons, la CC BY, c'est le contrat le plus souple, d'accord. Après, s'agissant de la CC BY, donc là, si je devais faire une comparaison avec la LOV2, elle accorde moins de droits que la LOV2. Ça, c'est une certitude. Après, les droits sont néanmoins sécurisés parce qu'il y a un principe d'irrévocabilité de la licence. Donc, ça veut dire que, contrairement à la SNOMED, il y a une interdiction de retirer les autorisations que j'ai données. Donc ça, c'est quand même bien. Ça permet d'assurer une certaine pérennisation. S'agissant des droits, l'utilisateur, il a 3 grandes obligations. La fameuse obligation de paternité, dont on a parlé, c'est-à-dire mentionner le nom de l'auteur. Et donc ça, en pratique, comment ça se passe? Il faut intégrer un lien vers la licence et indiquer si la modification a été effectuée ou pas. Par contre, difficulté, c'est l'absence de modification. Il est interdit de partager une œuvre dérivée. Donc ça, c'est un sujet. Et enfin, l'utilisateur ne peut pas apporter plus de restrictions que celles contenues par la licence. Ça veut dire que d'un point de vue pratique, l'utilisateur ne peut pas mettre en œuvre des mesures techniques pour empêcher ou restreindre l'utilisation de l'œuvre par les tiers. Donc, voilà un peu le panorama que je peux faire à ce stade. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair. Et effectivement, s'agissant de la LOV2, il y a peut-être des problématiques de compatibilité. Il y a une clause de compatibilité au sein de la licence qui nous dit que cette dernière est compatible notamment avec les licences Creative Commons, voilà, ou l'Open Government License ou l'Open Data Commons Attribution. Donc, je vais peut-être passer la parole maintenant à Orphanet. Oui, merci beaucoup et merci pour ces précisions parce qu'elles sont toujours les bienvenues, même pour nous qui produisons une nomenclature. Donc, je voulais faire rapidement un retour d'expérience que Marc Hanauer complétera et au besoin sur 2 choses. Le premier retour d'expérience, c'est justement sur notre expérience des choix des licences. Comme vous le savez peut-être, nous produisons une nomenclature qui est spécifique des maladies rares et qui est la seule à être spécifique. Mais au-delà de la nomenclature, nous produisons une base de connaissances
Et donc, nous avons commencé à travailler avec les services d'Inserm Transfer, donc à l'Inserm, pour voilà, étudier quelle était la meilleure licence à apposer à une base de données, à une base de connaissances et à une nomenclature qui ont pour volonté d'être largement utilisées parce que c'est un besoin pour les maladies rares où on a vraiment besoin de faciliter la collecte des données de qualité et l'atteinte d'une masse critique de données pour la visibilité des malades et pour la recherche. Donc, on avait commencé à étudier des licences, à formuler des licences ad hoc, mais depuis la publication de nos données massives, notamment de la nomenclature, on avait adopté une licence CC BY ND, c'est-à-dire un non-derivatives, qui, dans la croyance, pour répondre à une des questions qui a été posée, d'apporter de la sécurité et pour éviter que les concepts ne soient modifiés, ce qui pourrait entraîner des erreurs médicales. Maintenant, les données d'Orphanet étant largement utilisées non seulement en santé, mais et aussi en recherche, on a été considéré comme une autorité conceptuelle dans le domaine par Elixir, qui est la infrastructure européenne des données en sciences de la vie, non seulement en santé, et qui appose un label appelé Elixir Core Data Resource, qui exige d'avoir des licences ouvertes pour être non seulement en conformité avec le monde de l'open data, mais aussi avec le monde de l'open science, c'est-à-dire de la réutilisabilité des données et pour la recherche, très, très librement. Et donc, la licence CC BY ND est freinée, justement, est incompatible avec cette idée de pouvoir intégrer des données pour la recherche, et l'intégration des données, même sans modification conceptuelle, est en elle-même une modification. Donc, est en elle-même contraire à la licence ND, qui appose donc cette restriction. C'est-à-dire qu'on peut en faire une lecture dans laquelle la simple intégration de la nomenclature Orphanet avec d'autres données, ou des données d'Orphanet avec d'autres données, était déjà une atteinte à cette licence. Donc, nous avons décidé d'adopter la licence CC BY parce qu'elle nous semble, comme il a été expliqué par Maître Badian, il nous semble être la licence qui est à la fois compatible avec la loi française de l'open data, elle est également compatible avec les principes de l'open science, et elle apporte cette sécurité qui est portée par les bails, qui est l'obligation de paternité. Voilà, donc je m'arrête là pour cette partie. Et Marc, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Éventuellement, rapidement, effectivement, comme l'a rappelé aussi Yann tout à l'heure, un des éléments qui a vraiment fait pencher effectivement ça, c'était l'exploitation pratique en fait de nos données dans ce cadre de recherche, dans la mesure où, dans le cadre de l'interopérabilité et de l'exploitation un peu large, le fait de cumuler des bases de connaissances fait que la somme générale en fait dépasse l'équation unitaire de chacune. Et de fait, il y avait du coup une création intellectuelle qui était dérivée de ça, et du coup, le BY ND empêchait l'intégration de nos données dans ces contextes-là, puisque tout ce qui était finalement mapping ou lien sémantique ou inférence, pour parler technique, qui pouvait être créé, du coup, ne pouvait pas rentrer dans ce cadre juridique. Nous n'étions pas les seuls dans ce cas-là. Il y a aussi au moins un autre exemple au niveau européen qui était Wikipassway, qui ont eu aussi un petit peu le même cheminement en termes de licence très restrictive, enfin, plus restrictive au début, puis ensuite très ouverte. Ils ont même un niveau encore au-dessus, puisqu'ils ont une licence C6.0, donc vraiment, il n'y a même plus le bail qui apparaît sur le dataset. Et donc, on a vraiment eu ce cheminement. Et sur la partie licence LOVD, on a eu aussi à un moment donné la volonté
l'implémenter au niveau justement de données qui étaient produites, en tout cas au niveau français. Et en pratique, on a été face à plusieurs écueils. Le premier écueil, c'est que les premières versions n'étaient même pas traduites en anglais. Donc du coup, dans un champ international, c'était extrêmement compliqué finalement de s'insérer et d'expliquer aux gens qu'on avait ce type de licence. Et même une fois traduite, effectivement, les problématiques d'interprétation entre le droit français, le fait que ce soit compatible mais pas équivalent avec les Creative Commons qui finalement aujourd'hui sont à peu près comprises par les effecteurs, y compris par ceux qui ne sont pas forcément spécifiquement dans le domaine du juridique, faisait qu'effectivement la licence LOV2 en tant que telle, LOV2 en tant que telle était difficile aussi à défendre pour accepter, pour avoir une adoption large. Donc on a aussi finalement pris le parti au niveau de la communication, en tout cas internationale, de bien positionner CC BY, en fait, notamment dans le cadre d'Elixir Core Ressources, comme Anna l'a rappelé. Le deuxième retour d'expérience qu'on veut faire, c'est justement celui de notre collaboration avec SNOMED International. Il se trouve que, pour situer un peu le contexte, il n'existe pas de terminologie médicale qui représente bien la totalité des maladies rares et qui représente de surcroît la rareté, c'est-à-dire le fait qu'une maladie soit rare, hein, donc qu'un terme dans une terminologie désigne une maladie rare en l'identifiant en tant que telle. Il y a un certain nombre de maladies rares dans les CD10, un peu plus dans les CD11 et un peu dans la SNOMED et CT. Mais elles sont représentées parmi les maladies fréquentes et organisées selon les critères d'organisation de chacune de ces terminologies. Et ils n'ont aucune annotation qui permette d'extraire, par exemple, en utilisant une de ces terminologies, que ce soit ICD, la CIM ou SNOMED, d'extraire seulement les maladies rares, par exemple, à des fins d'agrégation, de recherche, d'épidémiologie ou autre. Donc, notre nomenclature Orphanet ou Orphacode vient combler ces vides des représentations par rapport aux maladies rares spécifiquement. Maintenant, c'est une nomenclature qui fait l'objet des recommandations de la part de la Commission européenne et ses groupes experts d'implémentation dans les systèmes de santé pour justement pouvoir identifier, tracer et faire de l'exploitation épidémiologique et autres par rapport aux maladies rares spécifiquement. Et donc, il y a la préconisation d'ajouter au système de codification adopté dans un pays la codification ORPHA à côté, pas un remplacement, mais en plus. Donc, il se trouve qu'il y a des pays européens qui ont adopté SNOMED et des pays européens qui continuent, dont les systèmes de codification est basé sur l'ICD, donc la CIM, à différentes versions et bientôt la CIM 11. Donc, dans un cadre justement d'agrégation des données, d'exploitation transnationale des données, il fallait avoir une nomenclature pivot qui fasse l'élément pivot d'interopérabilité sémantique pour les maladies rares entre pays qui ont adopté l'une ou l'autre des autres terminologies. C'est ce qui nous a motivés à avoir cette collaboration avec la SNOMED-CT, de manière à établir un fichier de mapping entre des concepts SNOMED-CT et des concepts Orphanet, et en ce faisant, augmenter le nombre de maladies rares représentées dans la SNOMED et dans la SNOMED-CT. Et donc, on a un accord de collaboration avec SNOMED qui vise à la création de cet objet commun, dont on a la propriété partagée, qui est ce fichier d'alignement un sous-ensemble des maladies et de la nomenclature Orphanet avec la SNOMED. Et ce fichier n'est pas incorporé à la SNOMED, c'est un fichier à part qui sera distribué. Maintenant, il
ce n'est pas la version définitive, il y a une version alpha qui a été livrée, mais ce fichier sera distribué aux pays qui ont acheté une licence SNOMED avec la SNOMED, mais en aucun cas le code ORFA n'est incorporé à la SNOMED CT. Donc c'est un fichier à part dont les droits de distribution ont évolué au fur et à mesure, au fil des années, maintenant, de la collaboration avec SNOMED. Parce que, comme ça a été bien dit, la restriction des droits de la SNOMED est très sujette à interprétation. Et l'interprétation qui nous avait un peu été imposée au départ, c'était que même dans le cadre de cette collaboration, nous n'aurions aucun droit de distribution des mappings, des fichiers de mapping, sauf pour notre usage interne, et même de la diffusion de ne serait-ce qu'un code SNOMED sur le site Orphanet. D'accord? Donc, ça, c'était assimilé à une extraction substantielle de la nomenclature. Et les mondes évoluant, et je pense qu'ils aussi doivent s'adapter à un monde où les données sont un plus ouvertes. Et il y a actuellement, donc nous distribuons un fichier Excel, c'est-à-dire que pour que ce soit lisible par les êtres humains et pas seulement par les machines, du fichier de mapping entre SNOMED et Orphanet, avec la permission express de SNOMED pour ce faire. Et probablement, et ça c'est encore en discussion, la diffusion, la publication des équivalences d'un code ORFA particulier avec un code SNOMED particulier. Donc voilà, ça c'est notre expérience. Évidemment, voilà, nos choix ont pu être contestables parce que justement il y a cette série de restrictions et cette un peu machine commerciale derrière SNOMED. Néanmoins, notre motivation première a été de permettre l'interopérabilité entre pays qui ont adopté SNOMED et ne pas les laisser en dehors de la possibilité d'échanger des données en utilisant une nomenclature pivot qui est la nôtre, parce qu'ils ont adopté SNOMED et pas ICD-10. Voilà, je m'arrête là également. Marc, je te laisse compléter si tu veux. Juste pour compléter effectivement ce que tu dis, un des points les plus importants, c'est effectivement de rappeler le contexte international et donc la collaboration entre plein de pays ou plein de domaines de recherche. Et clairement, la notion de mapping, en fait, qui est extrêmement intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, même si on adopte la SNOMED, il y a une réalité qui consiste à être quasiment dans l'obligation de maintenir, pour les questions d'interopérabilité, une capacité de mapping entre différentes terminologies médicales ou cliniques, pour être justement dans cette notion d'interopérabilité un peu globale. Dans le domaine des maladies rares, c'est un peu facilité dans notre cas, puisque comme on l'a rappelé, Orphanet est la seule réellement dédiée spécifiquement aux maladies rares. Néanmoins, on voit très bien que dans certains registres ou bases de données, en fonction du pays, les gens vont utiliser par obligation ou par habitude aussi, soit les codes ICD, soit les codes SNOMED jusqu'alors. Et donc, il y a de toute façon une notion importante qui est adoption ou pas de la SNOMED, comment on gère ce genre de situation, et donc cette capacité à être à pouvoir faire des mappings et pouvoir assurer l'interopérabilité quoi qu'il arrive derrière en fonction des échanges de données qui vont se faire par ailleurs. Je vous propose du coup de clôturer cet atelier. J'en profite pour vous remercier de votre présence. Je profite aussi pour remercier tous les intervenants de cette session. Et on reste totalement à votre disposition en cas de questions. Si vous avez d'autres éléments à apporter, n'hésitez pas à nous solliciter, à venir, à nous téléphoner, etc. Et d'ailleurs, merci. Merci à tous. Merci à tous.